Merci. Donc, c'est avec réel plaisir que je suis avec vous. Je remercie l'association pour cette initiative. Et donc là, ça fait plaisir parce que ceci rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la DPC, la formation médicale continue, qu'on appelle actuellement la DPC, puisque toutes les études contre les randomisées ont montré que les données scientifiques deviennent obsolètes au-delà de 5 ans. C'est dire la nécessité de faire ces formations continues pour pouvoir adapter la stratégie thérapeutique, pour pouvoir quand même prendre mieux les malades. Donc le sujet qui nous a été demandé aujourd'hui, c'est traiter la douleur abdominale aiguë. Il y a une différence de l'aiguë chronique. On va parler essentiellement de la douleur abdominale aiguë, qui est un chapitre qui est fort intéressant parce qu'il y a beaucoup de pathologies qui sont intriquées l'un avec l'autre. Et donc, il est important de savoir la prise en charge de ce malade qui présente des douleurs abdominales, puisque c'est un sujet qui pratiquement préoccupe tous les médecins. Alors, en prise d'introduction, je donnerai la définition de l'IASP, c'est-à-dire de l'Institut, l'International Association Study for Pain, qui définit quand même la douleur abdominale comme étant une douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable en réponse bien entendu à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle. Et donc à partir de cette définition, il y a deux contingents. Il y a le contingent émotionnel, affectif et bien entendu organisationnel, c'est-à-dire l'organe qui est en question. Et donc, il est très important de savoir cette définition, surtout la physiopathologie, parce que ça permet quand même la prise en charge, bien entendu, conditionnée du malade. Je rappelle que nous parlerons essentiellement de la douleur abdominale aiguë, qui se définit par une douleur qui évolue depuis 7 jours, par opposition à la douleur chronique, et représente à peu près 5 à 10% des urgences. Elle révèle en principe, en général, les lésions organiques qui nécessitent une prise en charge chirurgicale dans 20% des cas, dont le reste, pratiquement 50% de cas, c'est un problème qui est médical. Et dans 30% des cas, il s'agit d'une douleur qui disparaît spontanément dans ce que nous appelons la douleur non spécifique. Ça peut être en rapport avec une pathologie essentiellement médicale. Et donc, le problématique qui se pose pour le médecin qui prend en charge ces malades, c'est le tri. Que faire devant un malade qui présente une douleur abdominale? Est-ce que je l'envoie vers le compartiment ou vers le département de chirurgie ou département de médecine? Et donc, c'est très important de faire la différence. Nous allons voir qu'est-ce qu'il faut rechercher, quels sont les éléments importants, en tout cas sur la symptomatique clinique, qu'il faut quand même cerner. Je rappelle sur le plan épidémiologique qu'il représente ça l'étude qui a été faite par, bien entendu, la SFMU, c'est l'Association française des urgentistes, des médecins urgentistes, qui rapportent dans leur dernière étude 4 à 8% de passages d'urgence et des douleurs abdominales aiguës. Deuxième motif de recours d'hospitalisation. Le premier motif d'hospitalisation représente à peu près 30% des douleurs, des hospitalisations aux urgences, dont 75% c'est les sujets âgés, donc qui posent problème parce que nous allons voir, il y a quand même un retentissement, il y a une relation entre la symptomatologie et l'âge, surtout sur le côté émotionnel. Dans 35%, on n'a pas de diagnostic, c'est des douleurs qui sont non spécifiques, donc c'est des malades qu'il faut revoir et rechecker pour asseoir le diagnostic. Et 90% de ces affections, c'est des causes qu'en principe, on a une cause qui est chirurgicale. Bon, l'étude qui a été faite, je rappelle rapidement, c'est dans 30%, c'est des douleurs non spécifiques, donc c'est des malades qui sortent de l'hôpital sans diagnostic. Il peut s'agir dans 11% des cas d'écolique néphritique, 10% des cas, il s'agit d'occlusion intestinale, que ce soit une occlusion haute ou basse, tumorale ou par strangulation, des cholécystites aiguës, en particulier l'éthiasique, et des problèmes gynécologiques. Parce que la cavité abdominale, il y a deux contingents. Il y a l'intrapéritonéal, le rétropéritonéal et le sous-péritonéal. Il y a pratiquement toutes les disciplines qui sont au niveau de la cavité péritoniale. Il y a le viscéraliste qui va intervenir, il y a l'urologue, il y a bien entendu le gynécologue. Et puis, il peut s'agir des fois, dans 4% des cas, des pancréatites, essentiellement des pancréatites biliaires. C'est l'intérêt d'opérer toute malade qui présente une lithiase vésiculaire, parce que malheureusement, les lithiases se compliquent, donc il ne faut pas attendre au stade de complication. Les diverticulites, oui, effectivement, c'est une pathologie diverticulaire, c'est l'hernie de la muqueuse par rapport à la musculeuse, qui est fréquente au niveau de la région sigmoïdienne. Les ulcères perforés, que nous voyons de moins en moins rares actuellement, et puis le cancer. C'est l'étude qui a été faite par l'Association française de chirurgie qui a été publiée en 2010.
Un élément important, les bases neurophysiologiques qui sont très importantes à connaître pour pouvoir quand même comprendre le mécanisme de cette douleur abdominale. Il y a des composantes affectives émotionnelles, c'est cette sensation désagréable et plénitude que le malade sent. Puis vous avez sensorie discriminative et vous allez voir qu'en fonction, qui va expliquer le type de la douleur, brûlure, sous forme de torsion, et puis le siège et l'horaire, par exemple l'ulcère, lorsque le malade il est à jeun. Le cognitif et comportemental, c'est la réaction et la mémorisation. D'ailleurs, lorsque vous recevez un malade qui présente une douleur abdominale, à côté de la douleur, il y a des signes neurosensoriels, c'est-à-dire de la sudation, il a une augmentation de la tension artérielle, il a une tachycardie, des fois des maladies ont des brûlures mictionnelles. Et donc, il faut essayer de comprendre quelle est la relation. Nous allons voir ça, en tout cas sur un schéma qui permet d'expliquer la physiopathologie de cette douleur et bien entendu la symptomatologie, ce qui permettra quand même d'adopter notre stratégie diagnostique pour asseoir un diagnostic et effectivement traiter le malade. Le type de la douleur est très important, en tout cas sur la base neurophysiologique, puisque les douleurs par excès des neuroceptifs, c'est ce qu'on appelle les nociceptions, c'est le stimulus qui est excessif des fibres périphériques. En principe, c'est la partie terminale des fibres nerveuses qui existent au niveau de chaque organe, en particulier au niveau de viscères. Il y a deux types, il y a les myélinisés, il y a les non myélinisés, il y a ceux qui permettent la transmission rapide, d'autres la transmission lente. Et ceci, c'est très important, qui permet d'expliquer quand même l'évolution d'une douleur abdominale. Puis il y a des douleurs de neuropathie, c'est des compressions médulaires, c'est purement neurochirurgical, ou des séquelles nerveuses, puisqu'on part du principe que le nerf n'oublie jamais. C'est pour cela que lorsqu'on a une atteinte nerveuse, il y a toujours une cicatrice et une mémoire. La douleur, par exemple, le nerf récurrent, le malade garde aura une dysphonie, une atteinte neurologique, et le malade il a un problème de douleur en mémoire en particulier. Puis il y a ce qu'on appelle les douleurs mixtes, c'est une association entre tout ce qui est nociceptif et bien entendu neuropathique. Sur le plan physiopathologique, comment expliquer cette douleur abdominale? Il faut savoir, pour avoir une douleur, il faut qu'il y ait un stimulus. Il y a un stimulus, en particulier, c'est le stimulus thermique ou chimique ou mécanique. Ou mécanique, c'était en particulier les strangulations ou les obstructions, c'est-à-dire une tumeur. Donc, à partir de ce stimulus, vous avez une stimulation de ce qu'on appelle ces récepteurs, nocicepteurs. Alors, ces récepteurs existent au niveau de la paroi de tissu, au niveau de la peau, au niveau du cartilage, au niveau de l'os, au niveau de chaque organe digestif ou extra-digestif, au niveau du péritonèum. C'est la partie libre des fibres nerveuses périphériques après le départ, bien entendu, au niveau de la moelle épinière. Donc, une fois que ces récepteurs sont stimulés par soit une douleur, soit par une strangulation mécanique, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un influx, vous avez des réactions neuro-hormonales. C'est pour cela qu'on considère que ces récepteurs sont des chémorécepteurs parce qu'ils permettent la sécrétion de certaines hormones vasopressifs, en particulier la bradykinine, la prostaglandine, ce qui explique les signes associés à la douleur. C'est pour cela que le malade, lorsqu'il a mal, il a une sudation ou il a une tachycardie parce que vous avez une intrication entre le système sympathique et le système parasympathique, et ceci par le biais de ces récepteurs. Il existe deux types de récepteurs, myélinisés qui sont à transmission rapide et puis non myélinisés qui sont à transmission longue. Donc cette douleur, elle est transmise où? Il est transmis au niveau du deuxième centre, c'est au niveau de la moelle épinière. Au niveau de la moelle épinière, il y a deux cornes. Il y a ce qu'on appelle la corne périphérique puis centrale. La douleur arrive par les nerfs périphériques, ce qu'on appelle les nerfs rachidiens. Il arrive au niveau de la moelle épinière, au niveau de la corne périphérique. Et là, vous avez ce qu'on appelle des neurones spécifiques. Et puis au niveau de la centrale, vous avez ce qu'on appelle des neurones non spécifiques. C'est ce qu'on appelle les neurones divergentes et des neurones convergentes. C'est eux qui sont responsables de cette douleur projetée au niveau de la cavité péritonéale. Et à partir de la moelle épinière, vous avez l'influx qui remonte au niveau central. Et au niveau central, il y a plusieurs contrôles. Il y a le système nerveux central avec plusieurs contrôles à 4 niveaux. Au niveau du thalamus, qui est responsable de tout ce qui est sensoriel et discriminatif au niveau de la douleur abdominale, ce qui explique les signes associés. C'est pour cela que des fois on ne comprend pas, le malade il a mal, il a une tachycardie, il est en sueur, ou il a des troubles de défécation, ou il a des diarrhées des fois, ou des troubles mictionnels. C'est par le biais que vous avez cette intrication des fibres et par conséquent du système sympathique et bien entendu le parasympathique. Puis vous avez deuxième contrôle, c'est le thalamus médian qui est responsable de tout ce qui est affectif.
en particulier qui accompagnent la douleur abdominale. Et puis vous avez l'hypothalamus, c'est ce qui est purement végétatif, c'est le stress. C'est pour cela que le malade, lorsqu'il a une douleur abdominale, il se stresse parce qu'il y a une stimulation du thalamus par le biais de ces fibres qui montent au niveau des neurones convergentes. Et puis il y a une compensante, ce qu'on appelle le complexe amygdalien, où vous avez pratiquement une intrication de tous ces faisceaux, ce qui explique quand même l'association de signes neurosensoriels lorsqu'un malade il a une douleur abdominale. Donc cette physiopathologie est très importante de la comprendre, ça permet quand même la prise en charge thérapeutique parce que est-ce qu'on va traiter le malade, est-ce qu'on ne va pas le traiter, est-ce qu'on va donner à un malade un traitement symptomatique, ça va décapiter le tableau clinique, est-ce qu'on doit soulager son stress, est-ce qu'on doit soulager sa souffrance avant d'asseoir le diagnostic, et donc c'est important de comprendre ce mécanisme pour pouvoir effectivement traiter le malade et arriver à un diagnostic inusiste. Deuxième élément important dans le cadre de la douleur abdominale, c'est que cette douleur abdominale elle est variable. Elle varie, et la perception, il varie en fonction. Il varie en fonction de l'âge, en fonction de l'anxiété, puisqu'on est anxieux, plus la douleur est très importante. Et surtout, il est dû à ces neurones, ce qu'on appelle non spécifiques, contingentes, qui existent au niveau de la partie centrale de la moelle épinière. Donc, il varie en fonction de l'âge. Les sujets qui sont âgés au-delà de 65 ans, parce que c'est des sujets qui sont peu compliants, non communicants ou troubles cognitifs. C'est un peu très difficile de faire la part des choses, ce qui permet des fois, ce qui fait que des fois on loupe le coche et par côté de certains diagnostics. C'est des malades qui sont en risque vasculaire et donc il y a une augmentation du seuil des nociceptifs. C'est quand même controversé, en tout cas sur la littérature, mais quand même ça a été démontré récemment. Diminution des signes péritoneux, c'est important, c'est parce que des fois, lorsque vous avez par exemple un malade que vous recevez qui a 70 ans, dans un tableau de péritonite généralisé, il n'y a pas de défense. Des fois on dit, bon, il n'y a pas de défense, donc il n'y a pas de péritonite, ce n'est pas vrai. Il y a ce qu'on appelle la forme asthénique, c'est-à-dire que le malade il ne se défend plus et par conséquent, il y a quand même une exagération de cette symptomatologie, ce qui fait qu'on risque de passer à côté de ce tableau de péritonite. Et donc il faut garder en tête que des malades âgés, il y a quand même un seuil qui est variable, ce qui permettra quand même de retenir d'autres éléments pour asseoir, bien entendu, le diagnostic. Il diminue dans 30% notre performance diagnostique, c'est logique parce que vous avez quand même une association, vous avez ce qu'on appelle des formes atypiques. Et ces formes atypiques qui posent le problématique, en tout cas dans le cadre de la prise en charge chirurgicale. Le seuil de perception variable en fonction de l'âge et bien entendu en fonction de l'état, du sexe, et en particulier les femmes en âge de procréation, en particulier les grossesses extra-utérines. Par exemple, une malade qui a une douleur au niveau de l'hypocondre droit, elle est aux 8e semaine, est-ce que c'est la grossesse, est-ce que c'est une pathologie hépatobiliaire, donc la symptomatologie est un peu déroutante, c'est une sémiologie qui est un peu difficile, donc il faut tenir compte en ça dans le cadre de la prise en charge d'une malade qui est enceinte et qui présente une douleur abdominale parce que avec l'augmentation de l'utérus, vous avez quand même un changement de lieu de la douleur. Par exemple, des fois l'appendicillonceuse hépatique et donc il ne faut pas rechercher la fosse iliaque droite, donc il faut aller au niveau du l'hypocondre droit. Et donc il faut tenir compte quand même de ce contexte. Et ça, c'est l'intérêt de l'examen clinique. Il ne faut pas être rapide, donc il faut bien examiner le malade, il faut bien l'écouter. Des fois, dans pratiquement 55 à 70%, rien que par un examen clinique, nous pouvons parfaitement asseoir le diagnostic. Donc, je répète, je résume que, en tout cas sur le plan anatomopathologique, vous avez deux types d'énervation sensitive qui sont étroitement intriqués, qui expliquent les signes associés à la douleur, qui passent par le système nerveux central, bien entendu pour le péritonde pariétal, et autonome pour le péritonde viscéral. Pour examiner l'abdomen, on les divise, tout le monde le sait, en des cadrans. 9 cadrans, le cadran supérieur, l'hypocondre droit, la fosse iliaque droite, le flanc droit, la région épigastrique, la région périombilicale, suspubienne, fosse iliaque gauche, et flanc gauche, et l'hypocondre gauche. Et c'est très important de connaître ce compartiment parce que le rôle des médecins initialement, c'est d'abord essayer de rattacher cette symptomatologie à un organe précis. Et donc, on ne peut pas rattacher la symptomatologie à un organe si on ne connaît pas l'anatomie et bien entendu si on ne connaît pas bien entendu la répartition, le compartiment où il existe la douleur. Donc, quelle est la mission du médecin? Ça, c'est des rappels importants à connaître pour pouvoir quand même comprendre et mieux cerner le problématique de la douleur abdominale. Donc, quelle est la mission du médecin lorsqu'il reçoit un malade? Effectivement, on dit le tri.
Oui. Le tri, il est basé sur quoi? D'abord, de rechercher les critères de gravité généraux et locaux, c'est important. C'est le premier signe. Chez un malade, dès qu'un coup d'œil, je cherche des signes de gravité, ça permet quand même d'orienter le diagnostic et ça permet quand même d'activer la prise en charge du malade. J'ai un malade qui est en état de choc, je ne vais pas attendre un bilan. Donc rapidement, je vais mettre le malade dans mes conditions. J'ai un malade où l'état n'est pas alarmant, donc ça nous laisse un peu le temps pour l'examiner et bien entendu de demander des bilans radiologiques ou biologiques, nous allons voir ça. Deuxième élément important, le rôle des médecins, c'est rechercher un diagnostic vraisemblable, c'est sûr, puisqu'il faut quand même rattacher cette symptomatologie à un organe, et utilisation de façon rationnelle, bien entendu, les explorations. Hein, ce qu'on appelle, il faut optimiser. Hein, le médecin 5, 7, 9 étoiles actuellement, comme dit le CANMED, hein, l'Association des médecins canadiens. Et le médecin, c'est un promoteur de santé, c'est un gestionnaire de santé. Donc, je ne vais pas demander de votre douleur abdominale un scanner. Donc d'abord, je vais examiner le malade et en fonction de là, il y a quand même des explorations, une hiérarchisation des examens à demander pour pouvoir asseoir le diagnostic, ce qui permettra quand même de limiter un peu le coût et toujours en tenant compte de risques et bénéfices, bien entendu. Le risque, il ne faut pas quand même, par exemple, je vais demander un scanner à ces malades qui a une urée qui est très important, je vais l'injecter, donc risque, c'est l'insuffisance rénale. Donc c'est des éléments importants à prendre en charge avant de demander un bilan. Et puis définir les critères de recours aux chirurgiens, c'est l'élément essentiel, puisque lorsqu'un malade se présente aux urgences pour une douleur abdominale aiguë, je précise, soit une action purement chirurgicale ou médicale. Donc pour faire le tri, c'est quand même important parce que l'orientation des malades en découle. Et donc un élément important dans cette prise en charge, dans le rôle des médecins urgentistes ou médecins de premier abord, le premier soin, c'est d'abord on est tenu par des obligations de moyens et jamais de résultats. Hein. C'est pour cela qu'on dit que le risque égale zéro, ça n'existe pas. Donc, la première des choses, c'est l'examen clinique du malade. Bon, on rappelle ça les 5 sens, donc il faut savoir. Donc, des fois, dès qu'on voit le malade, on sent que c'est un malade, c'est une urgence, parce qu'il y a trois catégories d'urgence. Il y a la sururgence, il y a l'urgence et puis il y a l'urgence vraie. Donc, dès qu'on voit le malade, on peut quand même savoir l'orienter et surtout précipiter la prise en charge de ce malade. La vision est très importante, c'est une approche qui est globale, une évaluation rapide de l'état du malade hémodynamique. Le malade, est-ce qu'il est éveillé, est-ce qu'il est en état de choc, est-ce qu'il est blanc, il est choqué, est-ce qu'il a un pincement de la différentielle. Donc, dès que je vois le malade, je peux parfaitement avoir une idée déjà sur son diagnostic. Écoutez, l'anamnèse, on écoute moins de plus en plus nos malades. Chaque fois on voit le malade, on veut demander une échographie, demander un scanner. Non, il faut écouter le malade et c'est d'abord savoir écouter cette lui, c'est très important, ce qui permet de relater l'anamnèse du malade, parce que l'anamnèse peut quand même trancher et peut orienter le diagnostic. Si un malade qui a une douleur au niveau de la région épigastrique, dans l'interrogatoire, je sais qu'il est ulcéreux, qu'il est mal suivi, qu'il est tabagique, donc je m'oriente vers une pathologie ulcéreuse qui se complique. Et donc, c'est important d'avoir ce sens d'écouter le malade. C'est une boussole qui lui indique pratiquement dans 80%, c'est des études qui ont été faites par l'AFC, dans la bonne orientation, bien entendu, diagnostique. Et puis, toujours, l'examen clinique se passe par l'inspection. Un abdomen, ça se voit, ça se palpe et ça s'ausculte. Je vois l'abdomen comment il est qu'il est distendu, est-ce qu'il est plat, je le percute, est-ce qu'il y a une défense, est-ce qu'il n'y a pas de défense, est-ce qu'il y a une masse, il n'y a pas de masse, je le percute, est-ce que c'est un panique, donc il y a une distension, donc probablement c'est une occlusion, il n'y a pas de tympanisme, j'ai une matité, donc pratiquement c'est un épanchement, j'ai une défense, donc c'est une péritonite. Donc c'est très important et se terminer par un toucher pelvien, c'est important. Et surtout, ausculter des fois les malades. Un malade qui a un tableau d'occlusion, je l'ausculte, c'est un silence abdominal, donc c'est une occlusion fonctionnelle. Donc c'est des éléments importants déjà à l'étape clinique. Ça permet d'orienter lorsque je suis devant un malade qui présente un tableau d'occlusion. Est-ce que c'est mécanique, est-ce que c'est fonctionnel? J'ai un silence, pas de gargouillement, c'est pratiquement une occlusion qui est fonctionnelle. Donc il ne faut pas s'alarmer. Tandis que lorsque j'ai des ondulations, ça veut dire qu'il y a un obstacle et donc par conséquent, ça permet d'orienter notre démarche diagnostique. Et donc l'analyse de la douleur est très importante. À chaque fois qu'il y a un malade se présente d'urgence pour une douleur abdominale, il faut préciser les caractères sémiologiques de cette douleur. Le siège de la douleur est très important. Une douleur de l'hypocondre droit, ça oriente vers une pathologie hépatobiliaire, une pathologie pancréatique, une pathologie de l'angle colique droite ou rénale. Une douleur au niveau de la fosse iliaque
droite, ça peut être une appendicite, une ilyte terminale ou, ou une pathologie annexiale chez la femme. Il ne faut pas oublier l'appareil génital, en particulier au niveau des annexes. Donc, le siège de la douleur est très important, ça permet d'orienter. Le type de cette douleur, est-ce que c'est une douleur qui est en brûlure, de crampe ou de torsion? Une douleur qui est en torsion, ça veut dire que vous avez une strangulation. C'est peut-être un tableau d'occlusion. Une brûlure, c'est essentiellement une irritation, donc soit une péritonite, soit une ulcération du cerveau, une perforation d'un malade ilyte terminal, c'est dans le cadre par exemple de la fièvre de Fuite. Deuxièmement, l'irradiation est très importante. Une douleur au niveau de l'épaule droit qui irradie vers les épaules, ça évoque une pathologie velitiasique, biliaire, en particulier au niveau de la vésicule biliaire, parce qu'il est dû à un croisement du nerf phrénique, parce que le nerf phrénique, il descend au niveau, il se rabat au niveau de l'écopèle diaphragmatique, et donc du fait que vous avez une irritation hépatobiliaire, ça irrite le diaphragme, donc vous avez cette douleur en bretelle, donc l'orientation est très importante. J'ai un malade qui a une douleur lombaire qui descend en bas, trajet en bas, qui irradie vers les organes génitaux externes, j'évoque le problème de colique néphrétique. Donc l'irradiation est très importante, c'est pour cela qu'il faut savoir écouter le malade avant de demander un bilan biologique. Le mode d'installation est très important. Un début qui est brutal, d'emblée maximum avec un arrêt d'activité, ça signifie que le malade présente soit une perforation, soit une embolie, soit une rupture. Une embolie en particulier l'infarctus mésentérique, donc ça donne un tableau qui est aigu. Progressive à maximale en quelques heures, c'est peut-être un obstacle, c'est-à-dire un malade qui présente une occlusion sur tumeur. Donc c'est progressif, abablui, de façon sournoise, le malade rapidement, jusqu'à qu'il complète le tableau, il va faire bien entendu ce tableau d'occlusion complet. L'ischémie, au niveau on peut avoir des sigmoïdites d'origine ischémique, et puis une torsion. Une douleur malade qui est une torsion, un tour de spire, 2-3 tours, donc il complète le tableau clinique. Donc une douleur qui augmente progressivement et qui est supportable, c'est essentiellement, on la retrouve dans le cadre lorsqu'il existe une pathologie inflammatoire, par exemple une ilyte terminale, maladie de Crohn, c'est des malades qui sont anciens, qui ont un tableau clinique un peu particulier, ou une occlusion, surtout l'occlusion par obstruction. L'occlusion par strangulation, c'est un tableau bruyant. Un malade arrive d'un seul coup, il est pris par une douleur. L'état général, le faciès, il est altéré, contrairement à lorsque vous avez une obstruction. Donc, vous voyez que rien par l'examen clinique, savoir écouter le malade, l'examiner, le palper, on peut parfaitement asseoir un diagnostic dans pratiquement 60 à 50%. Certaines études canadiennes ont montré jusqu'à 80%. C'est pour cela, et ça, c'est avec l'apprentissage. On ne va pas comparer le novice avec l'expert, puisque le novice, il est inconsciemment incompétent initialement, alors que l'expert, il est inconsciemment compétent, parce que c'est une question d'habitude, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et puis l'évolution dans le temps, c'est très important. Une douleur qui évolue, intermittente, de durée variable et supportable, c'est beaucoup plus un problème inflammatoire. Lorsque j'ai une douleur qui est permanente, donc c'est organique, donc c'est une ischémie, c'est une distension, et donc distension d'un organe, c'est une occlusion par exemple. Et paroxysite douloureuse avec un caractère crampiforme, comme on dit, c'est un obstacle, et c'est un facteur, avec un facteur déclenchant ou apaisant. Donc vous voyez que les caractères sémiologiques de la douleur sont très importants. C'est une symptomatologie qui est riche et qui permet quand même d'orienter le diagnostic. À côté de ça, il y a des facteurs qui influencent, et ça, vous devez le noter, on doit le noter dans nos observations, parce que ça permet d'orienter le diagnostic, c'est les facteurs influençants. Il ne faut pas dire au malade, il a une douleur, tape, ça y est, je demande un ASP. Là, il a une douleur, j'arrête, je précise, j'examine le malade et je détermine les caractères sémiologiques de cette douleur et surtout les facteurs qui influencent. Par exemple, les facteurs calmants. Malade, en s'alimentant, par exemple, en s'alimentant, il y a plus de disparition, il y a disparition de la douleur. C'est essentiellement un syndrome ulcéreux parce qu'il alcanalise les sécrétions gastriques et par conséquent le malade n'a plus mal. Les médicaments, les antiacides, et lorsqu'il utilise les antiacides, donc ça veut dire que c'est probablement, on est devant, en présence d'une œsovasite, un problème œsogastrique, une gastrite ou une œsogastrite. Les antispasmédiques, c'est dans le cadre par exemple de la colique hépatique. Les vomissements, ça oriente vers une stase parce que lorsque la physiopathologie des vomissements, c'est une contraction de l'estomac qui entraîne l'évacuation de sang contenu vers la bouche avec un pylospasme, ce qui fait que l'obstacle est fermé vers le bas, donc le malade va vomir par sa bouche. Et là, en principe, c'est lorsque vous avez un syndrome de sténose entropylorique. Ça peut être d'origine ulcéreuse ou tumorale, ou chez l'enfant, la sténose, bien entendu, du pylore. Les selles
c'est important de préciser est-ce que le malade a un arrêt des matières et des gaz, parce que ça oriente vers un tableau bien entendu d'occlusion. Est-ce que dans les occlusions hautes et basses, donc il y a une variation entre le type de sel, est-ce que les gaz sont beaucoup plus importants, et surtout l'examen clinique bien entendu de l'abdomen et la position ontalgique. Un malade, lorsqu'il se penche en avant, il y a une diminution de cette douleur. C'est essentiellement un problème de pancréatite, en particulier la pancréatite chronique, où il y a une colique hépatique, vous avez le malade qui est apathique, qui est alité, qui ne bouge pas, qui est immobile, parce qu'en mobilisant son foie et en mobilisation du bloc hépato-vésiculaire, il fait qu'il réveille la douleur. Et donc, c'est quand même important. Ça permet quand même d'orienter notre démarche diagnostique. Donc, les facteurs qui aggravent cette symptomatologie, c'est l'alcool, le vinaigre et le jus de fruits. Ça veut dire que le malade il a un reflux, une gastrite. Le malade qui vous dit ça, donc vous pensez d'emblée qu'il s'agit quand même d'un produit acide et par conséquent, il s'agit d'une gastrite. Là-dessous, l'inspiration profonde, c'est essentiellement la colique néphritique, puisqu'en faisant une inspiration profonde, il mobilise le diaphragme et donc on mobilise le foyer hépato-vésiculaire et par conséquent, il réveille la douleur. Et les médicaments gastrotoxiques, l'aspirine, les ANS, lorsqu'il prend les ANS et les aspirines, il y a une aggravation de la douleur, c'est essentiellement un problème de gastrite ou un problème d'ulcère. Et le stress, ça c'est les troubles fonctionnels, ce qu'on appelle les maladies organiques et les maladies fonctionnelles. C'est ce qu'on appelle la dystonie végétative au niveau du tube digestif. À côté de ces signes, il faut rechercher systématiquement les signes associés. Les signes associés, il y a 3 types de signes. Il y a les signes digestifs, il y a les signes extradigestifs et puis il y a les signes généraux. Les signes digestifs, le pyrrosis, la dysphagie, les vomissements et l'arrêt. Et chaque signe oriente un diagnostic. Un malade qui vous dit qu'il a un pyrrosis, donc vous pensez à un reflux, donc une hernie hiatale. Un malade qui vous dit qu'il a une dysphagie, donc c'est une tumeur de l'œsophage ou une tumeur du cardiaque. Un malade qui vous dit qu'il a des vomissements qui sont tardifs, c'est une sténose entropylorique. Donc c'est important de rechercher ces signes. Un malade qui vous dit qu'il y a un arrêt des matières et des gaz, donc c'est un tableau d'occlusion. Reste, est-ce qu'il est haute, basse? Il faut examiner l'abdomen. L'abdomen est complètement distendu, c'est une occlusion qui est basse. Lorsque l'abdomen est plat, c'est une occlusion qui est haute. Et donc, vous concevez qu'il n'y a que par l'examen clinique et le sens critique de médecin permettra quand même, et surtout en appliquant la démarche diagnostique à l'étroit niveau pédagogique, c'est la mémorisation, l'interprétation et le raisonnement. On mémorise, mais on interprète, et donc problème, nous, devant un malade, c'est qu'on doit mobiliser nos connaissances pour pouvoir régler le problème. C'est ce qu'on appelle l'approche par compétence, c'est-à-dire essayer de mobiliser vos connaissances qu'on a tous appris à l'école, à la faculté, ce qui permettra quand même d'orienter le diagnostic, de faire une bonne démarche, bien entendu, diagnostique. À côté des signes digestifs qui orientent vers une pathologie chirurgicale ou médicale, il y a les signes extradigestifs, douleur abdominale de cause non digestive, des signes urinaires, un malade, et ça peut être un tableau qui risque d'être un piège pour nous. Un malade qui a une distension abdominale, on pense d'emblée à un tableau d'occlusion, alors qu'il peut s'agir d'une colique néphritique. Donc il faut bien l'interroger pour voir le type de la douleur, le siège et la radiation. Et donc ça permet quand même, les signes extradigestifs, ça permet quand même d'orienter votre démarche diagnostique. Des signes gynécologiques est très important. Il ne faut pas oublier que la cavité péritoniale, c'est une cavité intrapéritoniale. Il y a un tube digestif, sous-péritonéal, il y a un appareil génital, en particulier les annexes. Et puis, vous n'oubliez pas le rétropéritoine. Des signes cardio-pulmonaires, on n'obligera jamais un infarctus à manifestation abdominale. Donc là, il faut tenir compte de l'état du malade, de son âge, est-ce qu'il est artéritique, est-ce qu'il est diabétique, est-ce qu'il est alcoolotabagique. Ça permet quand même d'orienter. Et c'est pour cela qu'on verra ça dans la démarche diagnostique. Que faire devant cette symptomatologie? Et puis des signes généraux, c'est important de préciser les signes généraux parce que ça permet d'orienter le malade. Est-ce que c'est une urgence? Est-ce que c'est une super urgence? Ça permettra quand même d'accélérer un peu la prise en charge du malade, soit en milieu chirurgical, en milieu de réanimation. L'intensité de la douleur, il faut la préciser. Actuellement, il y a des échelles. Hein, le VA, qui est très connu, on dit il est un VA 4, 5, 6, et en fonction, au-delà de qui est quand même importante. Donc cette échelle est très importante. Certes, elle est subjective puisque c'est le malade qui vous le dit. On ne peut pas l'objectiver parce qu'il y a un appareil, il n'y a pas d'appareil qui permet d'objectiver la douleur, mais on reste quand même subjectif. Mais quand même, il a une sensibilité qui diffère d'un malade à l'autre. Donc au terme de cet examen clinique, l'interrogatoire, l'inspection, la palpation, on a une idée sur cette douleur abdominale et on peut déjà orienter un diagnostic sur le chirurgical. Problème médical. Deuxième élément important, que faire maintenant? Il ne faut pas oublier,
en pratique aux urgences, il faut toujours avoir de côté, penser à un problème urinaire, à des bandelettes urinaires, parce que rien qu'en trempant une bandelette, on peut savoir est-ce qu'elle a une hématurie, est-ce qu'elle a une albuminurie, donc ça permet, ou un ECG, surtout dans le cadre lorsque vous avez un infarctus à manifestation abdominale. Donc l'examen clinique, les bandelettes urinaires et l'ECG permettent d'orienter le diagnostic en urgence et prendre la décision pour poursuivre l'exploration au milieu chirurgical. Donc on dit, on hospitalise le malade. J'ai un malade qui a un tableau subocclusif, il a un abdomen qui est distendu, il a mal, ça fait 3-4 jours, donc c'est un malade qu'il faut hospitaliser. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il faut demander? Il y a 3 examens classiques. Que faire? Alors, quel examen complémentaire à demander lorsque j'ai cette symptomatologie? Et donc, j'ai insisté essentiellement sur l'examen clinique parce que pour nous, c'est le plus important. Les examens complémentaires complètent votre examen clinique et à aucun moment ne peuvent se substituer à votre examen clinique qui reste quand même la pièce maîtresse dans le cadre de la démarche diagnostique. Donc, que faire? Quel bilan biologique demander et quel bilan radiologique demander pour asseoir toujours le diagnostic? Et c'est là, c'est la situation déroutante de tout médecin qui prend en charge un malade qui présente une douleur abdominale. L'apport de la biologie, un élément important, clé, ne demandez jamais des examens avec retour, demandez toujours des examens avec retour de résultats rapides. Je ne vais pas demander un bilan biologique que je recevrai dans une semaine. Donc je demande un bilan qui va arriver dans 30 minutes, dans 1 heure au maximum, qui permettra quand même de trancher. Il y a des tests peu spécifiques, mais très sensibles, qui évaluent la gravité. C'est la NFS, la C-réactine protéinine, la CRP, l'ionogramme, l'urée, la créate, le bilan d'hémostase. Ça permet rapidement, c'est des examens qu'on peut avoir en un quart d'heure, et donc ça permet quand même d'orienter, ils ont quand même une sensibilité qui est très importante. Une signe, je demande une numération formelle, j'ai une hémoglobine à 6, j'ai un pincement de la différentielle, donc quand même c'est significatif, donc le malade pose problème et ça permet quand même de prendre rapidement le malade, de prendre en charge rapidement le malade. Des tests spécifiques qui évaluent la souffrance d'organes, donc la gravité, donc l'état général, je demande la NFS, les bilans, le BHE, mais pour la gravité de l'organe, je demande les enzymes. Par exemple, pour une pathologie hépatobiliaire, je demande les transaminases. J'ai un malade qui a un ictère, je demande les transaminases, j'ai des transaminases à 5000, donc peut-être là, d'emblée, l'interrogatoire va me dire que le malade il a des selles qui sont normocolorées avec des transaminases à 5000, c'est une hépatite, ce n'est pas un problème chirurgical. Si le malade me dit à l'interrogatoire que les selles sont décolorées, les urines sont foncées, d'emblée j'oriente le malade vers le chirurgien, donc c'est un obstacle au niveau de la voie biliaire. Donc le transaminase, j'aurai 300, 400, 500. Donc c'est important de préciser quand même la souffrance d'organes. Et puis des tests si détresse respiratoire. Si un jeune malade qui est en état de détresse respiratoire, les gaz du sang, les lactates, les LDH, et donc c'est des bilans biologiques qu'il faut demander. Et donc, restons dans le principe que je demande les bilans toujours avec un retour de résultats rapide. Ceci pour le bilan biologique. Pour les examens radiologiques, qu'est-ce que je dois demander? Je suis devant un malade dans mon cabinet qui présente une douleur abdominale ou aux urgences. Il y a 3 examens à demander. Il y a l'ASP, il y a l'échographie, il y a le scanner. Ils permettent dans pratiquement 95% des cas de trancher et orienter le diagnostic vers une pathologie. Toujours, l'ASP, il est toujours là, et il est vrai, on peut rien que par mon examen clinique à un aspect, on peut parfaitement asseoir le diagnostic et traiter le malade. Je donne un exemple, un ulcère perforé, je n'ai pas besoin d'échographie, je n'ai pas besoin de scanner. J'ai besoin de l'interrogatoire, l'examen, j'ai une défense, je fais un ASP centré sur les copoles d'artère, un pneumopéritoine, j'opère le malade. Et donc, j'économise l'échographie. L'échographie, qu'est-ce qu'il va montrer? Il va montrer un épanchement et ça ne va pas changer la prise en charge. Le scanner va montrer un épanchement, il ne va pas voir la perforation, mais il va montrer l'épanchement et la réaction des organes. Donc, si on part rationaliser les bilans, je m'arrête à l'ASP. Donc, l'ASP, quand même, il a quand même sa place. Quoique, pour certaines, il est pénible à réaliser, mais ça dépend de l'état des malades. Et je pense que là, on est toujours un aspect à notre disposition. Donc, l'ASP, est quand même, il est important. Ça permet d'étudier le type digestif, les niveaux, les occlusions, niveau plus haute que large ou plus large que haute. Plus haute que large, c'est essentiellement un problème d'occlusion grélique. Plus large, c'est grélique. Plus haute que large, c'est essentiellement une occlusion colique. Je vois un ASP avec une opacité de nalité calcique qui se projette sur le rénal. C'est un problème urinaire, donc c'est une colique néphrétique. Donc l'ASP, quand même, il garde sa place, mais il faut bien le faire. Il faut quand même
faire un ASP qui prend les deux copoles diaphragmatiques et la symphyse pubienne, ce qui permet qu'il soit bien centré et pas trop pénétré. Donc, c'est l'ASP. L'échographie, oui, c'est un examen de deuxième intention important. C'est un examen qui est anodin, qui est accessible aux urgences et qui est répétitif, mais malheureusement, c'est un examen qui est radiodépendant. Donc, il dépend de l'examinateur, il dépend du médecin et dans son expérience. Gêné des fois par les gaz digestifs et bien entendu, il est opérateur dépendant. Le scanner, effectivement, il a transformé la qualité de la prise en charge lorsque le tableau il est déroutant. Mais en général, avec un bon examen clinique, un ASP, plus ou moins une échographie, on peut trancher. Mais des fois, si le tableau il est bruyant, si le tableau est un peu bizarre, des formes atypiques, là, le scanner il a de la place. Il permet le diagnostic étiologique, en particulier les pathologies vasculaires, l'infarctus mésentérique, c'est quand même important. Lorsqu'il faut injecter le malade, bien entendu, il faut s'assurer que la fonction rénale elle est normale. La possibilité d'être vu et relu, c'est l'avantage qu'a le scanner. Tout le monde peut le voir, tout le monde peut l'interpréter, chose qu'on n'a pas avec l'échographie. L'échographie, c'est seul le médecin qui a fait l'examen qui est capable de trancher. Alors que le scanner, tout le monde voit, c'est des coupes anatomiques et on peut parfaitement l'interpréter. Décision sans retard au bloc opératoire, donc ça permet quand même d'accélérer la qualité de la prise du malade. Effectivement, c'est un examen irradiant, il nécessite dans la première, actuellement, avec les 16, soit 64 barrettes, le temps est pratiquement, on ne dépasse pas 5 minutes. Avant, je me rappelle très bien, on faisait 1h30 minutes à irradier le malade. Malade avec les multibarrettes, les scanners multibarrettes, rapidement, bien entendu, on a les résultats. Donc, au total, lorsqu'on est en présence d'un malade, moyennant ces examens cliniques, moyennant ces bilans biologiques et radiologiques, on tranche. Il y a des signes de gravité, les grandes causes médicales étant écartées, puisqu'on a fait un bilan. Et là, il peut s'agir, si j'ai deux causes principales lorsque vous avez un malade qui présente des signes de gravité, soit un tableau de contracture dans un sepsis intrapéritonien, donc c'est une perforation d'organes creux, ça peut être l'appendice, ça peut être l'ilié terminal, ça peut être un ulcère, ou j'ai un malade qui est bleu, qui est choqué, qui a une détresse respiratoire, et donc il s'agit d'une hémorragie interne, donc c'est une perforation d'un organe plein, soit le foie, ou la rate, ou le rétropéritoine, parce qu'on peut avoir un hématome rétropéritoine qui fise en intrapéritonéal. Donc, s'il n'y a pas de signe de gravité, il y a certains signes qui orientent vers les diagnostics, par exemple, douleur plus fièvre, douleur plus un syndrome occlusif, douleur sang avec des signes gynécologiques qui orientent vers la pathologie annexiale. Donc, on a le temps, c'est un tableau qui est moins alarmant que le précédent tableau. Donc, au terme de cet examen, dans 50% des cas, l'étiologie est médicale. Donc on sait très bien, c'est un malade, on va l'orienter vers le médecin. 20%, la cause elle est chirurgicale. Donc il est donc impératif de reconnaître ces affections médicales à expression abdominale, pseudo-chirurgicale, afin d'éviter bien entendu la laparotomie inutile. C'est l'intérêt de demander bien entendu un scanner. Alors quelles sont ces causes? Les causes abdominales, digestives. Il peut s'agir soit d'une cholécystite, d'une angiocolite, d'un abcès hépatique, d'une pancréatite, d'une appendicite, d'une péritonite ou d'une occlusion. Et chaque pathologie, il a une symptomatologie propre et spécifique. Une appendicite, il a une douleur au niveau de la fosse iliaque droite. Donc là, un homme, j'évoque bien entendu un problème d'appendicite chez une femme, il y a l'appareil génital, donc il faut penser à la salpingite. Les causes extradigestives, l'infarctus, elle est là. C'est pour cela que vous voyez qu'on a demandé, il faut avoir à ce côté un ECG, par le moindre doute on fait un ECG, on en a eu des cas comme ça, en embolie pulmonaire. Et des causes médicales, les gastrites, les ulcères, les colites, les gastro-entérites, en général, ça ne pose pas de problème. Ça, c'est parfaitement, on peut parfaitement maîtriser la situation par un traitement médical. Et puis, il ne faut pas oublier les causes urogénitales. C'est quand même important. C'est pour cela que l'examen clinique, nous insistons essentiellement sur un bon examen clinique, une bonne démarche diagnostique, s'aider bien entendu plus ou moins par des bilans radiologiques qui permettra quand même de trancher et d'asseoir le diagnostic afin d'instaurer un traitement. La dernière question qui pose pour le chirurgien de garde, enfin pour le médecin de garde, c'est quand appeler le chirurgien. Parce que c'est quand même important, dans 20% il s'agit d'une cause chirurgicale, lorsqu'on est en super urgence, ça c'est la classification mondiale, en super urgence, c'est-à-dire que vous avez des signes de gravité. Là, rapidement, la mise en condition du malade, il faut prendre des voies veineuses, sonde gastrique et bien entendu sonde urinaire en dehors du traumatisme. Si un malade, vous avez un traumatisme du bassin, ne sondez pas le malade s'il a des rétroragies parce qu'on risque de l'aggraver. Un malade qui a un traumatisme basithoracique haute, suspicion d'une hernie diaphragmatique,
attention de la sonde gastrique, attention de la ponction pleurale, parce que vous pouvez ponctionner le thorax et un hémothorax, vous pouvez perforer de l'estomac. On a eu des cas. Donc, c'est quand même important, c'est des gestes de réanimation qu'on appelle la mise en condition du malade. Et puis, en fonction de la pathologie, le malade va être acheminé au bloc opératoire. Deuxième tableau, c'est l'urgence vraie. Donc, il y a une urgence vraie, mais il n'y a pas une extrême urgence. Le pronostic de malade n'est pas mis en jeu dans l'immédiat. Il y a une gravité qui est locale. C'est dans le cas, par exemple, d'un syndrome péritonéal occlusif. Une occlusion, ça n'a jamais été une extrême urgence. Ce n'est pas comme une hémorragie. Une hémorragie, c'est une question de temps. Il faut attendre. Un infarctus mésentérique, il ne faut pas quand même intervenir au-delà de 6 heures. Parce qu'au-delà de 6 heures, vous avez une organisation du foyer. Et par conséquent, ça risque d'entraîner un infarctus mésentérique total, généralisé, irréversible. Et donc, là, c'est l'intérêt de l'hiérarchisation des explorations paracliniques. Et bien entendu, à partir de là, en concertation avec les médecins, on va appeler le chirurgien pour pouvoir prendre en charge le malade. L'urgence relative, c'est un syndrome douloureux isolé réactionnel. Ça dépend. Donc là, c'est une concertation entre les médecins de garde, entre le côté chirurgical et médical. J'appelle le chirurgien, j'appelle pas le chirurgien. C'est en fonction de votre examen clinique, en fonction, bien entendu, de bilan radiologique. À ce moment, je prends la décision et j'appelle le chirurgien. Donc, on pratique devant une douleur abdominale aiguë, plus ou moins intense. Il y a des vomissements troubles, une urgence. Donc, l'examen clinique est très important. Vous avez vu que nous avons insisté essentiellement sur l'examen clinique. L'abdomen, il est souple, les choses sont claires. Si j'ai un abdomen qui est souple, légère ballonnement, c'est un problème purement médical. J'ai un abdomen, une irritation péritonéale, une petite réaction, une petite défense, un petit épanchement avec un abdomen qui est distendu, soit total, soit localisé. Ça, c'est un problème chirurgical. Donc, on peut parfaitement, par un bon examen clinique, orienter le malade soit vers le côté chirurgical, soit bien entendu vers le côté médical. Mais entre-temps, est-ce que je peux traiter le malade symptomatologiquement? C'est ça qui pose le problème. Pour certains, il ne faut pas donner un traitement médical pour soulager la douleur du malade parce que ça risque de brouiller le tableau clinique et de décapiter le tableau clinique. C'est controverse dans la littérature. C'est ce que nous avons intitulé par l'analgésie. Faut-il donner au malade un traitement pour soulager sa souffrance ou continuer à bilanter le malade parce que quand même ça pose un problème sur le plan pratique. Alors il y a des fausses idées, c'est que l'analgésie va perturber la fiabilité de l'examen clinique, l'établissement du diagnostic et de la décision thérapeutique. C'est des recommandations que j'ai bien précises en 1920. Vous allez voir le controverse. En fait, ces études avec les méta-analyses nous ont montré le contraire. D'autres fausses idées, c'est que 80%, 90% des praticiens ne traitent pas la douleur avant la visite chirurgicale. Ça a été publié en 1999. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Les gens, ils traitent, ils appellent le chirurgien. Donc, en fait, il y a de nombreuses études avec méta-analyse. Donc, méta-analyse, c'est de la valeur scientifique. Avec EBM, évidence basée de médecine, les antalgiques ne modifient en rien l'histoire relatée par le malade. Donc, c'est quand même important. Donc, je dois soulager mon malade, bien entendu, parce que c'est logique, c'est humain. Puisque la douleur persiste, il y aurait les réactions et les signes associés, c'est-à-dire la tachycardie et surtout le stress de la malade et l'environnement, parce qu'actuellement, il faut s'occuper des malades, il faut s'occuper des accompagnants qui posent des fois le plus grand problème dans le cadre de la prise en charge d'un malade en urgence. Deuxième fait, cela modifie en fait et de façon significative l'examen, mais sans créer pour autant d'erreurs de management chirurgical. Ça a été démontré, c'est des études contrôlées randomisées. Ça peut brouiller un peu le tableau clinique, mais en général, ça n'entraîne pas une faute pour le chirurgien. Donc, en principe, moyennant l'examen clinique, on peut toujours se rattraper. Donc, pour nous, il faut soulager le malade. Ce n'est pas ça qui va changer la prise en charge, en tout cas dans le cadre de la démarche diagnostique. Plus le traitement antalgique est rapide, plus il est efficace. C'est quand même important, parce que plus on laisse le malade, il s'aggrave. Donc, il rentre dans un cercle vicieux. Et donc, il faut quand même soulager le malade. Et comme vous voyez, c'est une balance, une balance. Et donc, là, les effets positifs l'emportent. Et donc, il faut traiter le malade, et bien entendu, avec cette démarche et cette vision et ce raisonnement dans le cadre et en utilisant effectivement l'approche par compétence. Alors, le traitement, qu'est-ce qu'on donne rapidement? Je ne vais pas trop le détailler. C'est traitement symptomatique, traitement de l'étiologie, point d'interrogation, parce que ça dépend bien entendu de la cause. Il y a les palier 1, palier 2, palier 3.
Ceci, c'est en fonction de votre EVA, c'est-à-dire de l'échelle d'évaluation. Au-delà de 4, je suis obligé de passer en palier 2, je donne les dérivés morphiniques. Inférieur à 4, je donne les antalgiques, palier 1, sans donner de l'aspirine, bien entendu, je donne un antalgique. Par contre, si je suis à 7, si je suis à 10, là, je passe au dérivé morphinique avec des doses de 0,1 mg kilo. Bien entendu. Ceci dit, quand on perd un malade à ça, le malade il est pris en charge, en tout cas sur le plan radiologique, pour asseoir le diagnostic. Donc en conclusion, la douleur abdominale aiguë, c'est un motif de recours qui est très fréquent. La conduite à tenir doit être pragmatique pour éliminer ce qu'on appelle l'hyperurgence. L'examen clinique complet est très important. La prise en charge du malade a été modifiée par l'introduction actuellement du scanner, en particulier le scanner multibarrette 64. L'avis du chirurgien doit être le plus précoce possible. Ceci rentre dans le cadre de la concertation pour éviter de passer, bien entendu, à côté d'une pathologie qui risque de mettre en jeu le pronostic vital du malade et éviter les pièges, une douleur banale. Malheureusement, on peut avoir une pathologie grave. Par exemple, un sujet âgé, 80 ans, il a une douleur abdominale, il n'a pas de défense, il n'a pas de péritonite. Ce n'est pas vrai. Il peut faire ce qu'on appelle la forme asthénique. Et malheureusement, on risque de trouver le malade dans un état de choc, hypokinétique, et le malade peut mourir. Donc, il faut se méfier de ça. C'est l'intérêt quand même d'éviter de passer du symptôme à l'ordonnance. Donc, une bonne démarche diagnostique et je vous remercie.